Prochaine fois. Allez, j'embraye tout de suite sur la prochaine délibération. La désignation d'un délégué au pays d'art et d'histoire. Donc on est inclus dans le pays d'art et d'histoire entre Cluny et Tournu, qui couvre un territoire de 82 communes. Je pense que, voilà, avant on nommait un représentant par commune, donc on l'avait fait après les élections municipales de 2020. Et puis finalement, le pays d'art et d'histoire nous avait demandé est-ce que les représentants soient nommés par la communauté de communes, ce qui a été fait en juillet 2020 par la communauté de communes Mâconnais-Tournu-Joie. Et donc, on avait demandé à notre représentante communale de démissionner pour pouvoir postuler à la communauté de communes. Mais là, à nouveau, le pays d'art et d'histoire souhaite proposer à chaque commune de nommer un représentant qui servira de pivot d'information, de transmission d'informations entre chacune des communes et le PAH, le pays d'art et d'histoire. Donc, il faut qu'on renomme à nouveau un représentant, qu'on appelle un délégué PAH, vous l'avez compris, qui souhaite se présenter. Céline ? C'est déjà trésorière, donc on fait d'une pierre deux coups. Voilà. Bon. Est-ce que cette proposition de nommer Lynn au PH vous convient? Est-ce que j'ai d'autres candidatures? Alors, il n'y a pas d'autres candidatures. Qui s'abstient? Qui est opposé à cette proposition? Alors, Lynn, je te remercie. À l'unanimité. Frédéric, je te passe la parole pour la délibération numéro 2, c'est sur la gratuité des terrasses et l'extension des terrasses des bars-restaurants du secteur de l'hôtellerie et de la restauration pour l'année 2021 qui est particulière. Merci. Les annonces présidentielles autorisent une réouverture des bars et restaurants en terrasse dès le 19 mai, puis en totalité le 9 juin 2021. Considérant les contraintes sanitaires fixées très tardivement et les incertitudes que vont créer l'évolution des variants viraux, la municipalité préfère ne pas organiser le festival Garçon-la-Note en 2021. En effet, il lui sera difficile pour la deuxième année consécutive d'honorer les dépenses de préparation du festival sans bénéficier de la tenue des spectacles. En contrepartie, la municipalité fait le choix de se passer à nouveau pour cette année des recettes que constitue l'encaissement des droits de terrasse, et ainsi de faire bénéficier aux commerçants pour 2021 encore et de façon exceptionnelle cette mesure de gratuité. Cette décision est prise dans le but de les accompagner au mieux dans leur réouverture après la longue période de fermeture qu'ils ont subie. Aussi, il est proposé au conseil municipal de délibérer afin d'accorder la gratuité aux droits de terrasse délivrés pour 2021. Il est également proposé de répondre favorablement aux demandes d'extension des terrasses, et ce, à titre gracieux également. Merci Frédéric. Donc bien sûr, cette délibération a été travaillée en collaboration avec Lynn Pajot, qui est responsable de l'animation du festival Garçon-la-Note. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Lynn? D'accord. Donc chaque bar-restaurant peut organiser ses concerts dans une limite de 6 par an et par établissement, à titre privé. Et nous, le budget de Garçon-la-Note, il était trop tard pour organiser ce festival. On vous propose donc d'utiliser ce budget pour reconduire ce qu'on a fait l'année dernière, déjà pour aider le secteur mis à mal par la crise de la Covid, c'est-à-dire ne pas faire payer aux bars et restaurants leurs droits de terrasse et de pouvoir même les étendre dans la mesure du possible en fonction de l'accord des riverains de façon temporaire. Bien entendu, en 2022, cette mesure, j'espère, ne sera pas reproposée puisqu'il faut souhaiter qu'on reprenne une vie la plus normale possible sans période de confinement et de fermeture des bars-restaurants. Et on peut espérer aussi qu'on retrouve notre festival Garçon-la-Note. On est sur des mesures temporaires pour s'adapter à la situation. Y a-t-il des questions?
Alors, on va passer au vote. Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? Quelqu'un souhaite-t-il voter contre? Alors, adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 3, Julien Farama, mise à disposition de salles municipales en vue des élections. En vue des prochaines élections départementales et régionales du 20 et 27 juin, le maire propose que tout candidat puisse bénéficier de la mise à disposition gratuite de la salle municipale numéro 15 du Palais de Justice selon la jauge en vigueur à la date de la réunion. En l'occurrence, depuis le 19 mai, c'est 35% de l'effectif de l'ERP, et qu'à partir du 9 juin, ça sera 65% de l'effectif de l'ERP. Chaque liste de candidats pourra utiliser la salle de réunion une fois avant le premier tour, du 20 juin, et une fois entre les deux tours. Les réservations se feront au service vie du citoyen dans l'ordre des demandes qui, selon les disponibilités dès le lendemain de la réunion du conseil municipal qui aura délibéré. Pour finaliser la réservation, un candidat de la liste devra faire une demande par message électronique ou par devra fournir le récépissé préfectoral attestant que sa liste est bien candidate à l'une des deux élections de juin 2021. Il est demandé au conseil municipal d'approuver cette décision. Alors, le maire et l'adjoint en charge des finances ne participeront pas au vote compte tenu de leur position sur ces élections départementales et régionales. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? À l'unanimité, je vous remercie. Merci Julien. Délibération numéro 4, c'est la mise à disposition de titulaires, de personnel titulaire de la communauté de communes du Mâconnais-Tournujois auprès de la commune de Tournu. Donc c'est un point d'information. Je vais être bref, hein, c'est un porté à connaissance. Un fonctionnaire titulaire de la fonction territoriale employé à la communauté de communes est mis à disposition au profit de la commune de Tournu 1 ou 2 jours par semaine du 19 avril au 26 août 2021. C'est une mutualisation d'effectifs qui a pour objectif d'éviter de nous faire à la commune de Tournu recruter une personne alors qu'on a recruté et formé une personne sur le service ressources humaines alors qu'il existe ce personnel formé et potentiellement disponible à raison d'une ou deux journées par semaine. La mise à disposition de lui a une contrepartie financière, bien entendu, de la part de la commune, et l'avis de l'agent a été sollicité. Sa réponse est favorable. Elle a été rendue le 15 avril dernier. Une convention de mise à disposition a été signée entre les deux collectivités et elle formalise ce régime de mise à disposition. Voilà, c'est une proposition dans laquelle tout le monde s'y retrouve. La communauté de communes a la possibilité donc de diminuer un petit peu comme ça sa masse salariale tout en restant performant, et nous, ça nous évite d'avoir à perdre du temps à former quelqu'un sur une mission bien spécifique en termes de RH. C'est un point d'info. Est-ce qu'il y a des questions? Alors je vous remercie. S'il n'y a pas de questions, la délibération numéro 5, c'est la même chose dans le sens inverse. Cette fois, c'est la mise à disposition toujours d'un fonctionnaire titulaire de la fonction territoriale. C'est un éducateur technique des activités sportives, un ETAPS, qui est mis à disposition par la ville de Tournu à la communauté de communes du Mâconnais-Tournujois du 1er juin 2021 pour une période de 2 ans, maximum 3 ans renouvelables, pour y exercer 40% de son activité, c'est-à-dire 14/35e. L'objectif, c'est l'animation, la gestion, l'entretien des sentiers de randonnée du massif Sud-Bourgogne. Cette proposition, vous la connaissez puisqu'on l'a déjà mise en œuvre en 2019 et en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Si j'en dis, Julien, tu me reprends. Je crois que c'est la 3e année qu'on fait ça. La mise à disposition se fait dans les mêmes conditions que je vous ai décrites sur la délibération précédente, c'est-à-dire qu'elle donne lieu à une contrepartie financière. L'avis de l'agent a été sollicité. Sa réponse favorable a été rendue le 6 mai dernier et une convention de mise à disposition sera signée par les deux collectivités pour formaliser tout ça. Voilà, c'est un point d'info. Y a-t-il des questions?
Alors, s'il n'y a pas de questions, on continue. Délibération numéro 6, Christophe, pour la modification du tableau des effectifs. Oui, comme habituellement, donc, dès lors qu'il y a des mouvements de départ ou arrivée dans la collectivité, ou simplement également des modifications dans les postes en termes d'horaire ou de grade. Alors là, il s'agit en fait d'une création sur le budget communal des emplois suivants. Tout d'abord, dans la filière administrative, un poste d'attaché, c'est la pérennisation de l'emploi de la personne chargée de la revitalisation pour un temps complet. Et également, dans la filière police, la création d'un chef de service de police municipale, nomination du responsable du service de police municipale à temps complet également. Alors, il est précisé que parallèlement sera supprimé, après avis du comité technique, l'emploi suivant, donc le brigadier chef principal de police municipale. Vous savez que l'ancien chef de la police municipale est parti, il était brigadier chef principal, donc ce poste est supprimé et l'arrivant, qui est chef de service de police municipale, voit son poste créé. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces modifications. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Pas de questions. Qui souhaite s'abstenir? Qui s'oppose? Alors, accordé l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 7, action sociale. Jean-Paul Pin, si tu veux bien te déplacer jusqu'au micro orange pour nous présenter l'autorisation pour signature d'une convention pour le développement d'un jardin partagé. Oui. Dans le cadre du volet transition alimentaire et agricole de sa politique de transition écologique, la commune souhaite développer un projet de promotion et de développement d'autoproduction domestique par le jardinage, jardin et verger partagés. Dans cette optique, la ville encourage le développement de jardins sous toutes leurs formes. Le projet s'articule autour de 4 axes que développe la charte annexée: favoriser le développement de la production domestique de légumes et de fruits par les habitants, créer du lien social et de la mixité sociale en donnant la priorité aux foyers les plus modestes. Troisième axe, faire du jardinage un support d'éducation à l'environnement par l'apprentissage et l'expérimentation de pratiques agroécologiques. Et enfin, quatrième axe, inscrire le projet dans un esprit de participation citoyenne qui passe par le partenariat de la ville avec les associations et les habitants intéressés. C'est dans ce projet que s'inscrit la convention donc, qui figure, que vous trouverez également en annexe, qui a pour but de mettre à disposition une parcelle de terrain dont la ville de Tournu est propriétaire. Alors, une association serait créée début juin, le 2 juin exactement, qui rassemblera les jardiniers de cette parcelle. Cette association assurera l'organisation et la gestion des jardins partagés dans le respect de la charte, mais aussi de la convention établie. Afin de permettre à l'association d'avoir accès au jardin et de commencer à cultiver dès sa création, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider la présente charte et donner une délégation au maire pour la signature de la convention avec l'association. Monsieur le maire rendra compte en conseil municipal la décision prise quant à la signature de la convention. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Vous avez en pièce jointe à la fois le projet de convention et la charte des jardins partagés et le projet de convention avec l'association, donc tout le monde a pris connaissance. Y a-t-il des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on passe directement au vote. Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? Quelqu'un souhaite-t-il s'opposer? Eh bien, merci Jean-Paul, adopté à l'unanimité. Délibération numéro 8, Prisca. C'est pour les tarifs des pôles enfants et adolescents, accueil jeune, ALSH, 6-12 ans et 11-14 ans pour la période de vacances qui arrive à grands pas. Ce sont des tarifs qui sont proposés chaque année. Donc ce sont des tarifs qui sont proposés chaque année lors des accueils de loisirs. Donc la collectivité prévoit de mettre en place un certain nombre d'activités qui seront effectivement réalisées au vu des protocoles sanitaires alors en vigueur. Donc dans le cadre du programme d'animation proposé par les pôles enfance et adolescence, il est proposé aux adhérents du centre social
des tarifs ponctuels pour l'été au titre de la participation à la réalisation des animations, sorties, ateliers. Les tarifs proposés sont calculés sur la base du coût réel de l'activité. Pour l'accueil de loisirs sans hébergement des 6-12 ans, ces coûts ponctuels s'ajoutent au prix de journée qui est facturé aux familles. Il est précisé que ces tarifs ne préjugent pas l'ouverture des établissements ni l'application des consignes sanitaires. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les tarifs proposés dans le tableau ci-après. On ne va pas tous les citer. La règle qu'on s'est fixée, c'est de prendre le tarif, le coût réel de l'activité, de faire un tarif moyen divisant par 2 et d'ajuster en fonction du coefficient le plus haut et du coefficient le plus bas. Voilà la règle. Je peux juste vous préciser qu'en fait, la liste qui est jointe correspond à des sorties qui seront proposées et qui sont en fait à peu près une sortie par semaine. Le reste des activités proposées sont des activités qui sont encadrées par les animateurs eux-mêmes et qui seront cette année sur des thématiques, et une thématique scientifique et une thématique sur l'environnement. Voilà. Merci Prisca. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? Quelqu'un souhaite-t-il voter contre? Alors, adopter l'unanimité, je vous remercie. Merci Prisca. 3 délibérations qui concernent la revitalisation. La numéro 9, Anne Mermet, convention d'adhésion au dispositif Petite Ville de demain pour la période 2021-2027, c'est 6 ans. Vous m'excuserez parce que j'ai oublié mes lunettes. Donc Dominique m'a prêté des loupes. C'est pas top, mais c'est mieux que rien. Alors, convention d'adhésion Petite Ville de demain, de tenue 2021-2027. Petite Ville de demain est un programme étendu sur 6 ans qui vise à soutenir la rénovation des pôles de centralité de moins de 20 000 habitants et à améliorer les conditions de vie des habitants en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l'environnement. Le programme a pour objectif de donner aux élus des villes et leur intercommunalité exerçant des fonctions de centralité les moyens financiers et logistiques pour concrétiser leurs projets de territoire. En plus des aides à l'ingénierie, ce sont 3 milliards d'euros de subventions en provenant de l'État qui seront injectés dans les petites villes de demain. La convention Petite Ville de demain, présentée ce jour au conseil municipal, est une convention tripartite signée par la ville de Tournu, la communauté de communes, Mâconnais-Tournu-Frigeois et l'État. D'une durée de 6 ans, 2021-2027, cette convention marque l'adhésion des 3 collectivités au nouveau dispositif qui se positionne en cohérence et en continuité de la démarche engagée par la ville depuis plusieurs années en faveur de la redynamisation de son centre-ville. Dans ce contexte, la ville de Tournu bénéficiera d'un soutien financier et technique à l'ingénierie pour mener à bien le projet de rénovation du centre-ville. Le rapporteur propose au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention Petite Ville de demain avec la communauté de communes Mâconnais-Tournu-Joie et l'État. Merci Anne. Y a-t-il des questions? Bon, c'est un projet qu'on a déjà largement présenté. C'est la finalisation concrète par cette signature de convention. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions, c'est normal puisqu'on en a beaucoup déjà parlé. Alors, quelqu'un est-il opposé à cette convention Petite Ville de demain? Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? Adopter à l'unanimité, je vous remercie. On va faire la 11e tant que tu es là, Anne. On reviendra sur la 10e, Frédéric, juste après. Subvention communale pour des rénovations de 3 logements dans le projet de revitalisation, toujours. Alors, dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville, la ville de Tournu apporte son soutien au projet de rénovation porté par les propriétaires bailleurs et occupants grâce au versement d'aides financières. Donc, le règlement d'attribution avait été voté au conseil municipal au mois de novembre 2020. Donc, ce soir, on a 2 dossiers. Donc, on a un premier dossier qui concerne une maison de ville qui est située aux 2 rues du 4 septembre. C'est vers le palais de justice.
Donc il s'agit d'une demande d'un propriétaire bailleur qui veut rénover une maison de ville et créer deux logements. Donc c'est une petite maison de ville qui est très dégradée. Le montant total estimatif des travaux s'élève à 132 780 € hors taxe. Et il y aurait un montant total de subvention de 69 400 €, soit 52% de subvention. Ces subventions, alors sur les 69 400 € de subvention, il y a 44 900 € qui viennent de l'ANA. Il y aurait une subvention du conseil départemental pour 12 257 €. Une subvention, un certificat d'économie d'énergie pour 4 449 €. Et la subvention de la ville serait de 12 257 €. Le deuxième dossier se situe 22 rue Jean Jaurès. Donc là, c'est une demande de subvention émanant d'un propriétaire résident. Il s'agit de la rénovation intérieure de son logement qui est très dégradé. Donc cette demande de subvention donc, est subordonnée à des revenus, ce qui n'est pas le cas pour les propriétaires bailleurs. Le montant total des travaux est estimé à 50 500 € et le montant total de la subvention s'élèverait à 42 750 €, soit 84% de subvention, ce qui est assez extraordinaire. Sur ces 42 750 € de subvention, il y aurait 28 000 € de subvention de l'ANA. Je ne vous donne pas le détail, hein, c'est tout. Il y aurait 5 700 de subventions provenant du département. Et pour la ville, il y aurait 9 050 € de subvention. Donc conformément au règlement d'attribution qui avait été voté en novembre 2020. Voilà. Donc on vous propose de valider l'octroi de ces deux demandes de subvention communale, l'une de 12 257 € et l'autre de 9 050 €, totalisant 21 308 €. Merci Anne. Juste deux commentaires que je me permets de faire. Le premier, c'est qu'on voit bien quand même à quel point ce projet de revitalisation peut aider la rénovation de logements. On n'y va quand même pas de main morte, hein. Sur le premier projet, on a plus de 50% de subventionnement du montant total des travaux. Et sur le deuxième, Anne l'a dit, 84%. Chaque année, il y a un nombre de projets, hein. Donc on est enseveli de demandes et c'est très bien pour la ville. On traite les dossiers dans l'ordre de dépôt, mais c'est pas de la rigolade sur les subventions qui sont accordées. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'on voit très bien là sur ces deux dossiers l'effet de levier à la fois des subventions collatérales qu'on arrive à dégager grâce au plan de revitalisation de la ville. Hein, sur le premier projet, on subventionne moins de 10%. Et on arrive à trouver plus de 40% de subventions complémentaires extérieures, qui ne sont pas donc de l'argent communal. Et sur la deuxième, c'est pareil, hein, on subventionne 9 000 € et on arrive à soulever plus de 40 000 € de subventions. Donc il y a un véritable effet levier. Nous, on met 1 € dans la machine et on en récupère 5 ou 6 des autres collectivités. Et bien sûr, il faut voir aussi le montant total des travaux. À chaque fois, ça fait travailler des entreprises locales et hop, ça repart dans l'économie locale. Voilà ce que je voulais dire. Hein. Y a-t-il des questions? C'était complet et clair. Merci Anne. Alors, on délibère. Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir sur cette proposition de subvention? Quelqu'un souhaite-t-il s'opposer? Accepter à l'unanimité. Je vous remercie. On revient tout petit peu en arrière sur la délibération numéro 10, toujours revitalisation. J'appelle à la tribune Monsieur Staub. Opération façade. Alors, on en a pratiquement à chaque conseil, hein, c'est pareil, vous êtes habitués. Alors donc l'opération façade, c'est troisième et quatrième dossier de l'année 2021. Donc ça concerne ces deux dossiers qui sont en fait contigus. Ils concernent le 10 rue Jean Jaurès et le 12 rue Jean Jaurès.
au profit de Madame Nicole Plateau, et c'est l'entreprise Laurent Mabi à l'Essar en Bresse qui fait la réalisation du chantier. Le taux de subvention est 35%. Alors pour le disque Jean Jaurès, on arrive à une subvention de 3 696 €. Et pour le Doul, c'est 4 457 €. Alors il y a le montant de la subvention ne sera octroyé que si il y a une condition qui est respectée, c'est-à-dire qu'on demande à ce que l'accès aux pigeons soit interdit dans le bâtiment. Actuellement, il y a ce problème qui existe. Merci Frédéric. Juste en complément, quand Anne vous propose des délibérations de subvention, ça concerne un projet global de rénovation dans lequel on peut retrouver une façade. Mais il rentre dans un projet global, c'est-à-dire qu'on a des co-financeurs. Que sur l'opération façade, c'est uniquement des projets de ravalement de la façade uniquement. Alors, y a-t-il des questions? Souvent, on met des conditions à l'octroi de ces subventions. Là, c'est les pigeons, mais ça peut être des simulations de mobilier disgracieux donnant sur la rue. Ça peut être aussi des obligations d'une certaine teinte de peinture pour qu'il y ait un effet cohérent avec les façades environnantes, etc., etc. Pas de questions. Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? Quelqu'un souhaite-t-il s'opposer? Alors, accorder l'unanimité. Merci Frédéric. On te retrouve pour la fin. Gérard Collin. La délibération numéro 12 qui concerne la voirie, c'est une convention d'entretien de la voie bleue sur le territoire de la commune. Alors, c'est une nouvelle convention qui est proposée par le département qui fait suite à une demande de la commune pour l'installation d'une barrière sur le site propre de la voie bleue qui est gérée par le département, puisqu'on a eu beaucoup de remontées d'utilisateurs qui se plaignent de rencontrer beaucoup de véhicules à moteur sur cette section alors que c'est interdit. Donc nous avions écrit au président du département fin 2020 pour demander l'autorisation d'installer une barrière ou un équipement empêchant la circulation. Le département a répondu favorablement et même au-delà de nos espérances puisqu'il se propose de financer cette barrière et à charge de la commune pour l'entretien et la gestion de cette barrière. Donc voilà, c'est les termes de la convention qui vous est proposée. Donc il y a l'entretien de la barrière et puis la répétition de l'entretien des espaces végétalisés et éventuellement du ramassage des poubelles si elles sont existantes. Voilà, donc il est demandé d'approuver cette délibération et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Et puis j'ajouterai qu'en parallèle, on va accompagner cette restriction de circulation par l'interdiction de circulation sur le quai de la Marine entre le stade Faucillon et l'angle de la rue de Walsh. Donc ça, c'est un arrêté qui sera pris très prochainement. Voilà, avec pour objectif de créer un espace apaisé dédié au mode de déplacement doux, aux promeneurs, aux vélos et aux poussettes. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Alors on délibère. Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? Quelqu'un souhaite-t-il voter contre? Alors, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Gérard. Christine va nous proposer une convention pour un très beau programme en partenariat avec les écoles qui s'appelle Carbone scolaire. C'est une convention avec Léo Lagrange Centre-Est. Alors, en effet, alors, en effet, c'est l'association Léo Lagrange Centre-Est, qui est une association d'éducation populaire qui est active depuis plus de 50 ans, qui propose
une sensibilisation à l'éco-citoyenneté, à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre les pollutions. Donc, elle s'est engagée à déployer le programme scolaire en France. En effet, ce programme est né au Québec. Donc, il s'agit de sensibiliser les enfants et les familles à un mode de vie respectueux de l'environnement permettant de réduire l'impact sur la planète. Cette association a présenté son programme d'action scolaire à la collectivité et à l'école Raymond Doré. C'est un programme d'action qui se fait sur les 2 classes de CM2 de l'école Raymond Doré. Chaque classe donc bénéficie de 5 ateliers de 2 heures. Les objectifs étant d'une part de comprendre les changements climatiques, ce que c'est que les gaz à effet de serre et les impacts sur nos choix de consommation, puis d'identifier des pistes de solutions et de mobiliser, et c'est ça que j'ai trouvé assez original, définir des défis, les enfants définissent des défis à relever en famille. Donc les familles sont sensibilisées également. La commune donc, prend en charge le déploiement de ce programme d'action à hauteur de 1 750 €. Ça, c'est pour une classe. Et Bourgogne Repas propose également la même somme pour l'autre classe de CM2. Donc voilà, il est demandé au conseil municipal de donner son accord pour conclure ce partenariat et d'autoriser M. le maire à signer la convention jointe en annexe. Merci pour cette présentation. Voilà. Il y a déjà eu une journée d'intervention dans les écoles. Ah, il y a déjà il y a eu déjà 2 interventions sur les 5. D'accord, 2 sur les 5. Voilà, donc j'ai déjà de très bons retours des enfants. Ils sont absolument ravis de ces interventions. Vraiment, merci Christine pour cette proposition parce que en termes de protection de l'environnement, je pense que tout se joue dès le plus jeune âge. C'est chez nos jeunes élèves et nos jeunes enfants qu'on va pouvoir sensibiliser à tous ces problèmes d'avenir. Une fois qu'un certain âge est passé, je pense que malheureusement c'est trop tard pour sensibiliser les personnes à ces questions environnementales. Donc c'est très important de les sensibiliser dès le plus jeune âge, surtout de façon ludique comme c'est le cas, où vraiment ils participent tous, ils s'entraident, c'est extrêmement bien. Merci beaucoup. Voilà, et dans la convention, il est prévu un retour, un bilan sur l'action. Voilà. Y a-t-il des questions? Jean-Paul Molien, on t'écoute. Ah, un micro. Oui, moi je m'interroge sur cette intervention quand même, comme je m'interroge sur toutes les associations, les interventions d'associations en milieu scolaire. Et je me pose la question, et je pense qu'on devrait se la poser aussi, est-ce qu'il est du ressort des associations d'intervenir dans l'éducation des enfants, précisément l'instruction, ce qui concerne l'éducation nationale? On sait que les programmes d'enseignement qui sont proposés sont le fruit d'une coopération entre les acteurs reconnus de l'éducation nationale, qui sont par principe neutres de toute expression d'opinion ou de jugement orienté émanant de tout groupe de pression, lobby ou même philosophie de vie personnelle, fussent-elles regroupées en association sur nos modes de consommation de pensée, d'éducation de nos enfants, tant que ceux-ci restent dans les cadres des lois qui régissent notre République. Aussi, pour mettre fin à l'abus et à l'entrisme de certaines associations, alors je vous passe les détails, toutes les associations véganistes ou je ne sais quoi, L214 par exemple, ou même de certaines interprofessions ou autres lobbies, le gouvernement a mis fin en 2019 à l'intervention d'acteurs qui n'ont pas l'agrément de l'éducation nationale. Je cite en plus, outre l'association précitée, donc je parlais de L214, d'autres ont fait les frais de cette fin des interventions souhaitées par le gouvernement, à savoir par exemple Interfel, qui est l'interprofession des fruits et légumes, qui ne peut plus intervenir dans les écoles pour expliquer aux enfants qu'il faut manger des fruits et légumes.
ou le SNIEL, pareil, donc pour ce qui est des produits laitiers. Alors ces associations, bien plus consensuelles, ont été également interdites d'accès. La liste n'est pas exhaustive. Alors pour ce qui nous concerne, moi, je pose une question. L'association Les Lagrange, est-ce qu'elle a l'agrément du ministère de l'Éducation nationale? Et deuxième question, la collectivité doit être financée par une subvention, une association qui, en l'occurrence, intervient dans le rôle, l'éducation des enfants, qui ne lui est pas attribuée. Alors, ce qui me concerne, au nom du principe de neutralité et d'équité des intervenants, je vote contre l'octroi de cette subvention. Non, je peux répondre sur une chose, c'est que cette association a bien l'agrément de l'Éducation nationale et elle n'est pas sur la liste des associations agréées par l'Éducation nationale. Je vais vérifier en tous les évidemment. cas, elle a reçu l'autorisation de l'inspecteur académique. Ah oui, c'est on le voit où ça? C'est vrai que j'ai pas le document, mais l'inspecteur d'académie a signé le document. François, tu veux intervenir? Non? Attends, François, une seconde, je te donne le micro. Oui, je peux simplement dire une chose, cette association Léo Lagrange est spécialisée justement au niveau éducatif et pour les écoles. Hein. Elle intervient surtout dans les écoles, dans tout le milieu associatif. Merci François. En préambule de la Convention, puisqu'il ne s'agit pas d'accorder une subvention à Léo Lagrange, ne vous trompez pas en délibérant, contrairement à ce que vient de dire Jean-Paul Melien, on n'octroie pas une subvention à l'association Léo Lagrange, on achète une prestation qui se déroule dans les écoles, qui se fait sous le contrôle et l'autorisation de l'Éducation nationale, et le préambule de la Convention, je vous le relis juste pour ceux à qui ça aurait échappé, a pour objet de contribuer à l'avènement d'une société de progrès, la construction d'un monde plus juste et plus solidaire, la promotion de l'engagement personnel et collectif, la démocratisation de la culture, des loisirs et de toutes les activités éducatives, le rapprochement des femmes et des hommes dans un esprit de compréhension réciproque et d'amitié fraternelle, tant au niveau national, européen et international. Voilà, donc voilà ce pourquoi je vous demande de vous positionner. Je réitère que je soutiens fermement ce projet, qu'il est très apprécié dans les écoles, aussi bien par les enseignants que par les élèves, que la phrase que je viens de vous décrire, je pense, devrait tous nous toucher, et qu'il est aussi de notre rôle et de notre responsabilité d'élus municipaux de faire en sorte que le monde de demain soit plus apaisé, plus altruiste, plus intelligent que le monde d'aujourd'hui. Et c'est grâce à ce genre d'intervention, j'espère qu'on pourra y arriver, mais je comprends que tout le monde ne soit pas sur cette longueur d'onde. Y a-t-il d'autres questions? À nouveau, Jean-Paul Melien. Je ne pensais pas que cette délibération nous prendrait autant de temps, mais prenons le temps de faire. C'est une question de principe, on est tout à fait sur la même longueur d'onde, Bertrand. Ce que tu viens de dire là, c'est magnifique, les ambitions de cette association. Je partage tout à fait. La question n'est pas là. La question, c'est que justement, tout ce que ces associations sont, entre guillemets, obligées de faire, pourquoi l'Éducation nationale ne le fait pas? Pourquoi les familles ne le font pas? Je veux dire, c'est notre sort d'éduquer nos enfants, c'est tout. Et c'est pas à des groupes qui sont guidés par une philosophie, par une façon de penser, ou je ne sais quoi, de le faire à notre place. Voilà. On est d'accord sur l'objectif, on n'est pas d'accord sur le moyen. Entendu. Quant au programme carbone scolaire en lui-même, vraiment sur le fond, c'est peut-être très bien de sensibiliser les enfants à ces problèmes-là. Vu l'ampleur de la catastrophe qu'ils vont subir, il ne faudrait pas non plus aller les perturber au point de leur faire porter la responsabilité d'une situation qui ne leur incombe pas, parce que des gamins de 7-8 ans, ils n'ont rien à voir avec le changement climatique, c'est quand même pas de leur faute. Et il faudrait peut-être que leurs aînés donnent l'exemple en supprimant par exemple tout un tas de modes de consommation ou de modes de vie ou de modes d'aménagement
qui sont plutôt climaticides, consommateurs d'énergie et très nocifs pour le changement climatique. Voilà. Et même si on ne peut pas changer à partir d'un certain âge, on peut au moins essayer. Voilà. Et on n'est pas obligé de reporter nos erreurs, finalement, sur les épaules de gamins de 7-8 ans qui ont déjà assez de problèmes comme ça et qui auront assez d'emmerdes dans la vie. Voilà. Et c'est pour ça que je redis que je suis contre ces interventions à tout va de toutes associations, quelles qu'elles soient, parce que ce n'est pas leur boulot. Point bas. Alors, un vote contre, y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent voter contre cette proposition? Alors, un contre, d'autres personnes souhaitent-ils s'abstenir? Pas d'abstention. Alors, adopté. Merci Christine. Alors, il nous reste 2 délibérations. Frédéric, ce sera pour toi. La 14e, c'est la modification, une proposition de modification du règlement de la halte nautique. Donc, par délibération, en date du 30 juin 2020, le Conseil municipal a approuvé la nouvelle version du règlement de la halte nautique. Pour rappel, cette halte se situe sur la rive droite de la Saône, entre le PK 100-675 et PK 100-831. Donc, les personnes concernées savent parfaitement où elle est. Elle est accessible aux bateaux de plaisance et de croisière d'une longueur maximum de 15 mètres. Dans ce règlement, l'accueil des petits bateaux de plaisance en période estivale était autorisé du 1er juillet au 30 septembre. Considérant l'attractivité croissante de la voie d'eau en matière de tourisme, le potentiel d'accueil de la halte nautique de Tournus, il était convenu que la période d'accueil des petits bateaux de plaisance pourrait être revue et adaptée, que le test effectué au cours de l'été 2020 s'est avéré concluant. Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'élargir la période d'accueil de la façon suivante, autorisée du 1er mai au 30 septembre. Donc 2 mois de plus. Il est demandé au Conseil municipal de valider cette modification qui sera apportée au règlement de la halte nautique le cas échéant. Des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? Quelqu'un souhaite-t-il voter contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. 15e délibération. C'est toujours toi. Tu peux rester. C'est l'avenant à la convention de dématérialisation des actes d'urbanisme. Par délibération, en date du 19 novembre 2012, le Conseil municipal a autorisé le maire à mettre en place la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité. La convention signée le 4 décembre 2012 entre le représentant de l'État et la commune concerne la télétransmission des catégories d'actes suivants. Délibération du Conseil municipal. Décision prise en vertu de l'article L2122-22 du CGCT relatif à la délégation donnée par le Conseil municipal au maire. Décision individuelle relative aux agents locaux, arrêtés ou contrats. Les documents budgétaires, budget primitif, budget supplémentaire, décision modificative, compte administratif. Depuis le 10 août 2018, tous les actes relatifs à la commande publique, avenant numéro 1. Pour rappel, l'avenant numéro 2 concernait un changement d'opérateur de transmission. À ce jour, les actes relatifs au droit d'occupation ou d'utilisation des sols ne sont pas autorisés. Afin de donner au service urbanisme la possibilité d'envoyer ces actes de façon dématérialisée au contrôle de légalité de la préfecture de Saône-et-Loire, il est nécessaire de prendre un avenant à la convention du 4 décembre 2012. À ce titre, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 3 à la convention citée précédemment pour étendre le périmètre des actes de la collectivité transmis par voie électronique aux représentants de l'État. 1. Aux documents d'urbanisme PLU carte communale. 2. Aux actes relatifs au droit d'occupation ou d'utilisation des sols. 3. Au droit de préemption urbain. Merci Frédéric. L'objectif, tout le monde l'a compris, c'est de continuer la voie de la dématérialisation, particulièrement très consommatrice d'échanges papier qui sont les actes d'urbanisme. Donc là, on accélère encore. Notre objectif étant très prochainement de se passer totalement de papier, y compris dans le dépôt par le grand public des demandes d'autorisation d'urbanisme. Tout sera traité par ordinateur. Y a-t-il des questions?
Oui, Jean-Paul Melien. Oui. Alors, je ne suis pas certain que, au stade où nous en sommes, ce soit fini. C'est un pas supplémentaire vers la dématérialisation totale. Voilà, on en a franchi un premier il y a 2 ans en autorisant la dématérialisation. Donc aujourd'hui, nos échanges entre notre service instructeur, qui est au Grand Chalon, et notre service urbanisme à la ville de Tournu sont 100% dématérialisés sur les demandes d'urbanisation, les demandes des autorisations de travaux, comme les permis de construire. Nous reste à dématérialiser les éléments que vient de nous proposer M. Staub et le dépôt des demandes par les usagers. Voilà. Donc c'est en voie, on ne pourra pas contraindre tout le monde à dématérialiser du jour au lendemain, mais on en prend la direction. Y a-t-il d'autres questions? Alors s'il n'y a pas d'autres questions, on met au vote. Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? Quelqu'un souhaite-t-il s'opposer? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. N'ayant pas de questions diverses inscrites à l'ordre du jour, je considère que la séance du conseil municipal est close et je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve le 6 juillet et normalement ce sera en salle du conseil, puisque à partir du 1er juillet, on peut se regrouper normalement dans nos salles de réunion habituelles. Voilà, donc en théorie, si tout est confirmé au niveau des règles sanitaires, c'est la dernière fois qu'on se retrouvait dans cette salle de cinéma qui a retrouvé son usage depuis la semaine dernière. Je vous souhaite une bonne soirée et merci à tous pour votre attention. Il y a hier, un peu plus long.